présentation, c'est celui-là. Oui. Donc, comme le disait Colette, ah oui, pardon. Comme le disait Colette, voilà en fait un gros mois que nous avons commencé à structurer la vaccination Covid au CHU de Nice. Et je vous dirai aussi quelques mots pour terminer du contexte national et international concernant la vaccination Covid. Donc au CHU de Nice, on s'y est mis à partir du 4 janvier. Et on peut considérer qu'il y a actuellement 3 centres de vaccination, ou 5, ça dépend comment on voit les choses. Donc le centre de vaccination de l'Archer, dont je m'occupe avec le docteur Jacques Durand, la médecine préventive de l'Archer, dont s'occupe le docteur Johanna Planchard, et à noter que les centres de médecine préventive sont réservés uniquement aux agents du CHU, alors que les 2 centres de vaccination, celui que coordonne Thierry Foss à Cimiez et celui de l'Archer, sont ouverts au personnel, aux professions de santé libérales, pardon. C'est bon là? Remets sur la planche, mets-toi sur la diapo. Sur la diapo, voilà. Donc, 3 médecines du travail de Pasteur aussi, dont s'occupe le docteur Johanna Planchard. Donc, 3 centres de médecine du travail, dont un qui est fusionné avec le centre de vaccination de Cimiez et le centre de vaccination de l'Archer. Donc, un comité de coordination qui se réunit régulièrement sous l'égide du président de la CME, le professeur Thierry Piche. Alors, quels sont les premiers chiffres à retenir? Tout d'abord, l'excellent travail effectué par la pharmacie du CHU de Nice, sous la responsabilité de Rémi Collomb, puisque vous savez, la pharmacie du CHU de Nice est la seule structure de tout le 06 à recevoir les doses de vaccins. À noter que toutes ces doses de vaccins sont ensuite distribuées dans les différentes structures, à la fois municipales, les EHPAD du département, et que seulement 9% des 41 706 doses délivrées, seulement 9% sont attribuées au CHU. Donc le CHU est vraiment la plaque tournante, et comme je le disais ce matin, Rémi Collomb est la pierre angulaire qui travaille énormément, et on le remercie. Un petit problème technique, on va recommencer parce qu'on ne voit pas les diapos. Donc j'en profite pour dire bonjour David Chirio qui nous a rejoint. Et puis donc pour vous dire qu'effectivement vous pouvez signaler vos questions en chat. Je les note et on les posera aux intervenants à la fin de chaque chapitre. Donc là, c'était pour le partage du diaporama. On fait une petite pause. Je peux le lire. Il a disparu. Alors, ça c'est on ne les veut pas. Ça c'est Étienne. Oh. Non, pas disparu. Non, c'est pas ça. Ok, on va revenir les chercher là, parce que c'est mieux.
En attendant, peut-être que quelqu'un... Non, voilà, ça va aller. Y a-t-il une consultation pour les personnes avec des antécédents d'œdème de Quincke en vue de la vaccination Covid? Oui. En attendant. Oui, il faut contacter le docteur Sylvie Leroy en pneumologie à l'hôpital Pasteur. Ok. Alors, je n'ai pas sous la main, enfin, son adresse mail, c'est l'adresse classique. Mais il y a même un lien qu'on a reçu ce matin. Donc, tous les problèmes d'allergie, et d'ailleurs, s'ils considèrent que l'allergie est importante, la vaccination peut se faire là-bas, en pneumologie à l'hôpital Pasteur. Ok. Docteur Sylvie Leroy. Merci. Est-ce que vous voyez les diapos là? Ça y est, on a retrouvé le diaporama, donc on va pouvoir continuer. On le laisse comme ça ou on le passe en diaporama? Bah, il faut repasser sur la bonne diapo. Là, on est sur la première. Oui, oui. Ouais, c'était l'idée de passer en diaporama, mais si on... Donc, ça va comme ça, on les voit. Là, vous voyez bien? Oui. Ouais. Donc, vous n'avez pas vu les diapos depuis le début, c'est ça? Donc ça, c'est bien. On en était là. C'est bien, à partir de là, je peux redémarrer? Oui, oui. Donc, rebonsoir à toutes et tous, tous les retardataires, comme ça on recommence. Mais de toute façon, enseigner, c'est répéter. Donc, comme vous le savez, voilà un gros mois maintenant que nous avons commencé les centres de vaccination au CHU de Nice, avec sur plusieurs sites. Le site de l'Archer, que je coordonne avec le docteur Jacques Durand, la médecine préventive de l'Archer avec le docteur Johanna Planchard, le centre de vaccination de Cimiez qui a fusionné avec la médecine préventive de Cimiez avec le docteur Thierry Foss et le docteur Johanna Planchard, et la médecine du travail de Pasteur. Donc, un comité de coordination qui se réunit régulièrement en soirée sous l'égide du président de la CME, le professeur Thierry Plich. Et donc, les premiers chiffres à retenir, c'est qu'à ce jour, presque 42 000 doses ont été délivrées par la pharmacie du CHU pour le 06. Et comme la pharmacie du CHU de Nice, sous la responsabilité du docteur Rémi Collomb, que nous remercions pour toute son activité, je dirais, le seul endroit où l'on reçoit des vaccins dans le département des Alpes-Maritimes et que l'on distribue soit aux établissements, soit aux municipalités. Donc 9% des vaccins seulement, entre guillemets, restent pour le CHU. Au 3 février, c'est-à-dire hier soir, on n'avait pas tout à fait atteint les 4000 vaccinés, mais à noter que les centres de vaccination de l'Archer et de Cimiez ont vacciné pratiquement 1 millier de professions de santé de ville sur les à peu près 4000, soit un gros 25%. Et à noter aussi qu'à ce soir, à peu près, nous avons vacciné vraiment 750 personnes, c'est-à-dire 750 personnes ont eu une deuxième dose. Il faut noter qu'environ 1500 professionnels de santé libéraux ont pris des rendez-vous pour venir se faire vacciner d'ici mi-mars au centre de vaccination du CHU. Alors, quelle est la politique de vaccination mise en œuvre depuis le 4 janvier 2021, conformément aux instructions du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale? D'abord, quelles sont les populations concernées? Et tout d'abord, les personnels hospitaliers de plus de 50 ans, tous métiers confondus, c'est-à-dire ça regroupe bien sûr aussi les administratifs et bien sûr les professions paramédicales et médicales. À noter, ça c'est une excellente nouvelle, que plus de 75% de ces personnels du CHU ont à ce jour reçu au moins leur première dose. Donc il faut continuer à trouver des ambassadeurs dans les différentes professions du CHU pour amener les 25% qu'il manque à se faire vacciner. Sachant que dans les métiers dans les emplois un peu plus précaires, on a plus de difficultés à mobiliser les gens que dans les emplois de cadres ou de soignants. Nous avons vacciné bien sûr des professionnels de santé libéraux et des aides à domicile qui correspondent à 25%
de nos vaccinés. Et nous avons aussi vacciné des professionnels de santé à risque de forme grave de Covid-19, sans distinction d'âge, présentant des comorbidités. À noter aussi que nous avons pris sur nous de vacciner des professionnels de santé, parfois jeunes, mais qui sont dans des services très exposés. Et là, on a utilisé ce qu'on appelle souvent la dose bonus, c'est-à-dire que, comme vous le savez, à partir des 6 doses que l'on peut fabriquer à partir d'un flacon, mais il en reste parfois en fin de journée, et là, on en fait bénéficier des plus jeunes pour ne pas jeter. Alors, ce qui n'est pas indiqué dans le diaporama, c'est que le seul vaccin que nous avons utilisé au CHU de Nice actuellement est le vaccin Pfizer-BioNTech. La pharmacie a reçu aussi des doses de vaccin Moderna, mais elles n'ont pas été utilisées au CHU de Nice et ont été distribuées plutôt aux établissements extérieurs et aux municipalités. Voilà, donc à partir du 18 janvier, on a ouvert davantage aux patients hospitalisés âgés de plus de 75 ans et aux patients vulnérables à très haut risque. Alors, vous allez voir cette courbe qui est très significative, c'est que régulièrement, on a vacciné jusqu'à 250 personnes par jour, mais vous voyez qu'à partir du 29 janvier, il y a une chute terrible, bien tout simplement parce qu'à partir du 29 janvier, c'était vendredi dernier, on n'a plus reçu aucune dose, et ce matin, enfin, donc jeudi, nous avons reçu de nouveau des doses qui nous ont permis de vacciner et de prioriser les patients qui avaient reçu une première dose de façon à ce qu'ils puissent recevoir leur deuxième dose avant le J28. Donc il a fallu reporter toutes ces vaccinations et je remercie ici la cellule contact tracing du CHU qui a fait tout ce travail de report. J'en profite aussi pour remercier les directeurs qui ont répondu rapidement à nos demandes et à nos besoins de personnel parce que les centres de vaccination, bien sûr, dans l'état actuel, dans l'état qu'ils étaient, je dirais, n'auraient pas pu fonctionner sans le recrutement d'agents administratifs et d'infirmiers. Et aussi, un très très grand merci à toutes nos consoeurs et confrères médecins qui se sont proposés pour s'occuper des plages horaires bénévolement, en prenant sur leur temps, ce qui nous a permis de programmer jusqu'à fin février les plages horaires des centres de vaccination. Donc pour terminer sur cette diapo, eh bien, vous voyez qu'on retrouve les chiffres qu'on avait dit tout à l'heure. On vaccine au CHU environ un tiers, on va dire entre 25 et 30%, 32% de personnel de santé non CHU. Alors, quelles sont les mesures prises et les étapes à venir? D'abord, on alerte sur la difficulté de faire face à l'ouverture des indications vaccinales aux patients vulnérables. À noter que tous nos confrères des services ayant des patients à risque nous sollicitent pour avoir des doses de vaccins pour leurs malades graves. Et pour l'instant, c'est assez compliqué à organiser. Et d'autant plus que, vous le savez, l'incidence et la circulation virale dans le 06 est l'une des plus importantes de France. Alors, à noter qu'à ce jour, malheureusement, avec les prévisions de livraison de doses, on est obligé de bloquer les rendez-vous de primo-vaccination. Actuellement, on va le dire jusqu'au 15 mars. On essaye parfois d'avancer au 8 mars, mais on n'a pas vraiment de visibilité sur les approvisionnements. Impossibilité d'élargir notre politique de vaccination à ce stade, et ça, j'aime bien dire depuis vendredi dernier, qu'on est une armée constituée, prête, organisée, avec des locaux comme il faut. Malheureusement, on n'a plus de munitions, donc on était désœuvrés, mais depuis la mi-journée, ça a bien repris. Alors, quelques chiffres nationaux pour terminer, pour vous dire qu'à ce jour, et c'est des chiffres qui proviennent de Covid Tracker, seuls 41% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin et il reste à vacciner, vous voyez, c'est ce qui est en vert là, et il reste à vacciner ce qui est en rouge, c'est-à-dire au moins encore 57,59% pour arriver à 60% des Français.
pour ce qui est le chiffre retenu par le ministre de la Santé. Pour vacciner l'ensemble de la population adulte, soit 52 millions de personnes d'ici à août 2021, il faudrait injecter 479 856 doses par jour. Et au rythme actuel, sur la moyenne des 7 derniers jours, eh bien, on s'aperçoit que l'ensemble de la population vaccinée pourrait l'être au 6 août 2025. Hein, vous voyez à ce jour le cumul vacciné des 2 doses, c'est ce petit bleu foncé. En bleu clair, cumul vacciné 1 ou 2 doses, et les doses réceptionnées, là aussi, en cumul. Alors, une répartition très inégale de la population vaccinée. On peut remarquer que nous nous situons, la région PACA, à 2,56%, mais finalement, ça évolue selon les régions entre presque 4% et 2%, c'est-à-dire entre 2 et 4% des populations régionales. Vous voyez que l'Île-de-France est en tête en pourcentage. Vous voyez que les départements ultramarins, par contre, ont du mal à démarrer. Alors, au niveau international, au 2 février, eh bien, vous voyez peut-être mal que Israël, bien sûr, est cité en exemple, mais sans négliger leur travail. Ils sont quand même une population plus petite que la nôtre, et puis ils sont très bien organisés, et ils peuvent dire fièrement qu'ils ont près de 60% de la population vaccinée à ce jour. Vous voyez que les États-Unis sont à presque 10% de la population vaccinée, mais vous voyez que la France se situe, on va dire, dans les pays d'Europe, hein, avec 2,37, l'Allemagne est à 3,09, la Pologne à 3,25, l'Italie à 3,51. Bon, tout ça, c'est kiff-kiff, comme on dirait. Voilà, je voudrais terminer en remerciant infiniment Sylvia Benzaken, qui a préparé une grande partie de ces diapositives. Et bien entendu, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et je repasse la parole à Colette Dahan. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je ferme là? Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir certains chiffres dont vous pouvez parler? Je n'entends pas bien. Parle dans ton micro, Colette, on t'entend très mal. Alors. C'est haché. C'est haché. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de mon portable, je l'éteins. Est-ce qu'il est possible d'avoir un petit peu plus précisément la part des professionnels de santé qui ont été vaccinés par rapport à la professionnels du CHU en général ou des professionnels libéraux? Est-ce qu'on a ces chiffres? Ben, c'est ce que je viens de dire, Colette. C'est-à-dire qu'au CHU, entre 25 et 30% de nos vaccinés sont des professionnels de santé libéraux. Ça, c'est un chiffre qui me paraît important. Le deuxième chiffre qui me paraît important à retenir aussi, c'est qu'au CHU, on a vacciné à ce jour plus de 75% de nos personnels, qu'ils soient administratifs, médicaux ou paramédicaux, de plus de 50 ans. Parfait. Donc ça, c'est un point très positif. Mais il faut encore convaincre les 25% restants. Et comme je le disais, il faut trouver dans certaines catégories professionnelles des ambassadeurs qui vont aller solliciter. Alors vous savez qu'on dispose maintenant de goodies, c'est très à la mode, avec des stylos. Donc on peut aller offrir des stylos en disant fais-toi vacciner. Voilà. Ok. Alors on a des questions qui sont un petit peu variées. Faut-il faire une seconde dose de vaccin si on a un antécédent de Covid? Alors, c'est une question qui revient très, très régulièrement. Donc, on va se rapprocher des recommandations de l'AP-HP, de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Aujourd'hui, toute personne qui est Covid positif asymptomatique peut se faire vacciner comme quelqu'un qui est Covid négatif, en respectant le délai de 3 semaines à 1 mois.
Par contre, pour les Covid symptomatiques, il est préférable, qui ferait donc cette infection après la première dose, puisque ça peut arriver, il est préférable d'attendre 3 mois avant de faire la dose de rappel. Il est même plus que préférable, il est fortement recommandé. Donc 3 semaines, 3 mois, c'est facile à retenir. Ok. Et justement, pour les personnes qui ont ce Covid après la vaccination, faut-il le déclarer? Bien sûr. Bien sûr. Je ne vois pas pourquoi on ne déclarerait pas. Est-ce qu'on peut vacciner des personnes qui allaitent, des femmes qui allaitent? Les femmes qui allaitent, non, c'est préférable, non. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes, non. Ok. Ça dépend, c'est pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. Il n'y avait pas de femmes enceintes, il y a eu des grossesses pendant le... Oui, il y a eu des... Après, c'est comme toujours, hein, c'est par précaution. Hein, on n'a pas de données, c'est pas... Voilà, c'est... Il y a eu des gens qui ont été... Des femmes qui ont été enceintes après un Covid. Bon, à part... Dans l'essai de Pfizer. Oui, dans l'essai de Pfizer, effectivement, il y a eu des femmes enceintes. Et ces femmes enceintes, la grossesse s'est bien déroulée. Mais... Alors, je voudrais montrer, parce que là, j'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir des badges? Donc, il existe un badge, hein, je vous le montre là, donc, que vous pouvez porter à la boutonnière. Voilà, Covid-19, je me vaccine. Donc, le service communication du CHU peut vous en procurer. Voilà. Avec des stylos aussi. Ok. Avant de reprendre peut-être la suite des questions, on va écouter Thierry Foss qui va nous parler également de l'organisation de la vaccination, plus particulièrement pour les personnes âgées. Oui, bonjour. Je cherche. Voilà. Voilà. C'est bon. Vous voyez le diaporama? Non. Voilà, on le voit. On le voit, Thierry. Bon, d'accord. Merci. Voilà. C'est bon. Je l'avais partagé tout à l'heure, donc du coup, il l'a retrouvé. Oui. Voilà, c'est vrai qu'il y a des questions qui ont commencé à être posées, qui peuvent être communes également à celles du GAG. Donc pour l'instant, si vous voyez bien, je le laisse pas, je le mets pas en plein écran. Alors, vous savez que le sujet âgé, c'est la cible prioritaire de la vaccination. Il y a eu quelques évolutions en début de campagne de vaccination, mais vraiment, le démarrage devait se faire avant tout dans les EHPAD, les unités de soins de longue durée. Et puis, donc, vous avez vu que rapidement, on a rajouté d'autres cibles prioritaires, mais la première, c'était vraiment les personnes âgées en établissement médico-social. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a, vous le savez, un cumul de 2 risques, hein, avec la maladie qui est plus grave en raison à la fois des comorbidités et de l'âge élevé, et surtout l'exposition qui est importante. Et vous savez qu'il y a beaucoup de cas groupés dans les EHPAD. Et ce qui devait arriver un petit peu, hein, c'est qu'en définitive, le début de la campagne a coïncidé avec une recrudescence de l'épidémie, d'où des situations très fréquentes de cas de Covid en pleine campagne, voire chez des sujets qui ont déjà reçu la première dose. Alors la particularité de la vaccination du sujet âgé, bien sûr, c'est cette immunosénescence, mais avec ce vaccin à ARN messager, on voit un très grand intérêt parce que qui fait que d'ailleurs on doit privilégier le vaccin de Pfizer et Moderna pour cette population, puisqu'on s'aperçoit qu'on a une bonne efficacité, bien meilleure en tout cas que celle qu'on voit avec le vaccin contre la grippe. Ça a été un peu compliqué au début à cause d'un recueil de consentement qui était assez lourd. Une organisation de campagne de vaccination, comme l'a dit Pierre Marty tout à l'heure, il y a eu une évolution dans l'organisation où il devait y avoir 2 flux de livraison des vaccins. En définitive, le CHU s'est retrouvé à devoir, dans notre région, délivrer les flacons également dans un certain nombre d'EHPAD. Tout ça pour des questions de logistique.
L'ARS a bien sûr été en contact avec chaque EHPAD pour définir des dates. En général, en pratique, c'est des dates à 3 semaines d'intervalle pour pouvoir faire première, deuxième injection, éventuellement rattraper ceux qui ont été plus longs à se décider à se faire vacciner. À ce moment-là, ils le font avec la deuxième dose pour eux, première dose, et on a une troisième date pour avoir la deuxième dose pour les retardataires. Bien sûr, dans les EHPAD, il y a également vaccination du personnel de santé au cours de ces mêmes campagnes de vaccination. Voilà, donc comme je le disais, on a, et donc surtout bien sûr en région PACA et des Alpes-Maritimes, vraiment des problèmes d'organisation avec cette épidémie qui coïncide avec la campagne de vaccination. Donc là aussi, quelques chiffres. Je ne vais pas reproduire ce qu'a montré Pierre Marty. Donc on peut retrouver toutes les données tous les jours. On saisit les données de vaccination dans CIVAC, dans ce logiciel. Elles remontent au niveau national, ce qui permet de pouvoir faire des statistiques qui seront très précises quand toutes ces données seront exhaustives. Donc elles ne le sont pas à 100% au jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a un rattrapage qui a été réalisé. Alors si on regarde les populations qui sont prioritaires, vous voyez, la première, c'est les personnes âgées dépendantes. Il y en a environ 800 000 en EHPAD. C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des établissements qui changent de statut, mais on va dire que c'est à peu près la population cible, sachant qu'on a à peu près l'équivalent en ville, mais bien entendu avec des GIR, hein, donc des dépendances qui ne sont pas du même niveau, bien entendu plus élevées en EHPAD et moins élevées en ville. Donc vous voyez que ça nous fait à peu près 1,6 million personnes dépendantes à vacciner en priorité. Après, bien sûr, on a les plus de 75 ans. Vous avez vu qu'on les a rapidement mis en priorité. Normalement, c'était priorité numéro 2. Donc, c'est 6,4 millions de personnes à vacciner au total de plus de 75 ans. Donc, les plus de 75 ans qui sont mobiles, ils peuvent aller se faire vacciner, par exemple, au centre de la ville de Nice. Colette posait la question tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des régions en France, peu, à ma connaissance, qui se sont organisées pour aller vers les sujets âgés, au moins sur la place de leur village. Je crois que c'est en Bourgogne où ils l'ont fait. C'est un bus qui se déplace pour aller à partir du CHU, qui se déplace pour aller vacciner. Alors, bien sûr, le personnel de santé, là, il faut rajouter un L, c'est 3 millions de personnes qu'il faut rajouter dans ces populations dites prioritaires par rapport à la cible. Et donc, Pierre Marty a bien dit tout à l'heure que pour l'instant, on n'est pas prêt d'y arriver tout de suite si on garde le même rythme, sauf qu'on attend avec impatience les nouveaux vaccins. Après, les personnes âgées de plus de 65 ans, vous voyez, c'est 13 millions de personnes au total. Et normalement, dans ces plus de 65 ans, on devrait commencer, d'après l'HAS, par ceux qui ont des comorbidités. Vous allez voir un petit peu plus loin que là, ce n'est pas simple. Et bien entendu, la population finale, c'est la population française. On nous a dit effectivement que ça serait vers la fin du mois d'août, peut-être d'ici la fin de l'année, que tout le monde sera vacciné. Ça, ce sont des promesses. Donc, sur cette diapositive-là, vous voyez l'évolution des courbes de la vaccination pour les résidents. Et là, la source, c'est Santé publique France, la base Géodès. Là, on retrouve pour cette population-là, vous voyez 24 000 en Provence-Alpes-Côte d'Azur et à peu près le double en Nouvelle-Aquitaine pour la population des EHPAD et USLD. Là, bien sûr, sur la fin du graphe, vous avez les doubles doses qui ont démarré, bien sûr, plus tard et qui rattraperont progressivement, 3 semaines après, les simples doses. Voilà, je sais. Après, donc,
ce qui concerne différentes classes d'âge, j'ai repris donc toujours à partir de la même base pour voir où on en était et comparer les différentes classes d'âge. D'abord, si vous regardez ici ce graphe, eh bien, vous voyez qu'on a 3 pics en définitive. Le plus important, c'est les 80 ans et plus. Donc, on peut dire que par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, on est peut-être à peu près, si on prend avec les 75 et plus, c'est le deuxième pic. On est peut-être à la moitié, enfin, il faudra à vérifier en fonction de l'exhaustivité, peut-être de la population cible. Donc, on n'est peut-être pas si loin que ça de la cible attendue par le gouvernement et l'HAS, puisqu'ils partageaient quand même cette priorité. Après, celle qui a été introduite, vous voyez, le troisième pic, en fait, c'est les 50 ans et plus, donc probablement qu'on a beaucoup de professionnels de santé qui se sont fait vacciner avec les 50 ans et plus. N'oubliez pas que les professionnels de santé, c'est 3 millions de personnes. Bon, un certain nombre d'entre eux sont dans cette classe d'âge-là. Donc, ça avance. Là, je n'ai pas le pourcentage. Donc, Pierre Marty l'a évoqué pour notre établissement. Ça avance pas mal, en tout cas, dans cette population. Donc, vous voyez les 50-59 ans, ça fait à peu près 250 000 personnes. La courbe est relativement plate. Donc, on voit qu'on a peut-être déjà là la conséquence on va dire, du stock relativement limité dans les établissements de santé qui ont en plus en charge les libéraux. Et donc, probablement que la cible des libéraux, mais là, je n'ai pas les chiffres, peut-être que est peut-être un petit peu plus faible. Mais c'est juste là une hypothèse. Donc, vous voyez, donc à peu près, on serait à peu près à 15% du taux de vaccination pour les plus de 75 ans, si on se rapporte à la population d'après l'INSEE, et probablement plus élevé beaucoup plus élevé pour les EHPAD. Donc après, ça a été évoqué tout à l'heure, donc c'est la stratégie de vaccination en EHPAD en période épidémique. On a eu un texte de la DGS qui a fléché un petit peu les choses. Bien sûr, s'il y a l'épidémie, le risque, c'est de vacciner des résidents qui sont en incubation. Et à ce moment-là, ne retarder, puisque c'est une population à risque, le travail sera de bien repérer les positifs, leurs contacts, pour différer la vaccination que pour eux, et au contraire, préserver la campagne de vaccination pour ceux qui ne seront pas considérés comme contacts. Donc pour ce faire, il faut faire une cartographie des cas et des contacts, repérer la date du début des signes et les PCR positives, en tout cas au moins pour le dernier cas connu. Si on est à plus de 7 jours, ça veut dire que l'épidémie, elle est limitée. Très souvent, heureusement, quand il y a plusieurs étages ou unités, on arrive à limiter la diffusion de l'épidémie. Si malheureusement ce n'est pas le cas, c'est-à-dire on a des cas un peu disséminés de partout, on ne pourra pas faire la campagne de vaccination. Si on arrive à le faire, eh bien, on pourra lister ceux qui sont éligibles, on garde les dates de la campagne et ceux que l'on va retarder un petit peu. Alors, c'est quoi retarder la campagne de vaccination? Eh bien, bien sûr, pour les positifs, c'est un délai supérieur à 3 mois par rapport aux symptômes ou la PCR+. Et pour les contacts, si la PCR est négative à J7, eh bien, ils prendront la date suivante de la campagne de vaccination. J'évoquais tout à l'heure qu'il y en avait 3. Par contre, si la contamination a lieu après la première injection, la seconde injection doit être reportée. D'après la directive de la DGS, à ce stade, ce n'est pas bien défini. Après, on peut quand même avoir quelques repères, comme le disait Pierre tout à l'heure. C'est vrai que nous, c'est ce qu'on a fait pour notre EHPAD Attendre. On a décidé qu'on faisait un report de 3 semaines pour les sujets asymptomatiques et de 3 mois pour les sujets symptomatiques. Et donc, c'est exactement les recos de la SPILF, par exemple. Et je finis là-dessus. Donc,
l'efficacité, les effets secondaires. Donc, en fait, c'est une très bonne surprise avec ce type de vaccin. C'est l'efficacité élevée, en particulier chez le sujet âgé. On se dit qu'il faudrait peut-être que le prochain vaccin grippal soit avec le même type de technologie. Vraiment, ça marche bien. Cependant, a été discuté, et vous savez, il y a eu des avis divergents, la nécessité de la deuxième dose. Il semble qu'elle soit quand même nécessaire et à J21. Donc, pour les résidents en EHPAD, on n'espace pas, on garde les 21 jours. Hein, le ministre l'a confirmé. Alors, on commence à avoir une vision en grandeur nature en Israël, puisqu'ils ne sont pas loin de pouvoir vacciner toute la population. Et effectivement, il semble, hein, puisqu'il y a 4 grandes caisses de sécurité sociale chez eux, et donc ils ont des chiffres très précis, que quand même la protection est un peu moins bonne après une seule dose chez les 75 ans et plus. Donc on a intérêt à garder ce schéma de vaccination. En ce qui concerne les effets secondaires, il y a la réactéogénicité est moindre, et donc il y a peu d'effets secondaires. Après, en Norvège, vous le savez, il avait été décrit un certain nombre de décès. C'était très difficile de les différencier de la mortalité élevée habituelle en EHPAD. Donc en France, il y a une étude qui est en cours, hein, c'est EPIPHAR, hein, qui suit déjà à étudier la mortalité. Donc vous voyez, elle est élevée, elle est de 465 décès et plus de 1000 hospitalisations, donc là c'est morbidité, par jour en EHPAD. Donc s'il doit y avoir des cas graves, ils ne sont pas faciles à différencier du bruit de fond des décès habituels. Donc là l'étude est en cours et on aura probablement dans les mois qui viennent des chiffres de ce côté-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thierry. Alors aussi, on a juste quelques questions peut-être à prendre sur la vaccination. Ah, je crois que ça... On t'entend très mal, on t'entend pas du tout. Alors, on va prendre 2-3 questions sur la vaccination avec des réponses rapides. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien là. Et puis ensuite, on va commencer avec David Chiriot. On pourra peut-être pas répondre à toutes les questions tout de suite. Et on continuera après l'intervention de David Chiriot que je voudrais avoir avant 18h, c'est-à-dire avant que certaines personnes veuillent rejoindre l'intervention télévisée. Alors, les dernières questions, est-ce qu'on a une durée estimée d'efficacité de la vaccination? Je pense pouvoir répondre on aura une session spéciale sur ce thème qui est justement sur la durée de l'immunité et on n'a peut-être pas toutes les informations actuellement. Est-ce qu'il y a un intérêt à dépister une éventuelle contamination avant la deuxième dose chez les populations de soignants? Qu'en pensez-vous rapidement? Oui. En tout cas, il n'y a pas de... en ce qui concerne la vaccination, en dehors effectivement des cas symptomatiques et bien sûr de leurs contacts qui devront être dépistés, il n'y a pas de recommandation de faire une sérologie avant. Voilà. Donc on y va. Hein, voilà. Pour l'instant, pas de recommandation. Peut-on envisager, comme pour la rougeole à l'avenir, imaginer la vaccination autour d'un cas? Bon, pas forcément. Est-ce que le vaccin AstraZeneca est moins efficace ou est-ce qu'il n'est pas proposé car pour l'instant il n'est pas testé? On nous demande. En tout cas, ce qui est certain pour le sujet âgé, je n'ai pas eu le temps de le développer, c'est que l'HAS ne le recommande pas à partir de 65 ans AstraZeneca. Du coup, on a un petit trou pour la population des 65 ans et plus actuellement, puisqu'on va privilégier le Pfizer pour les 75 ans et plus, et l'AstraZeneca pour les moins de 65 ans. Donc on va, pendant un mois ou deux, le temps d'être approvisionné, on aura peut-être un souci pour cette population. Et celui de Janssen qui arrive un petit peu plus tard serait, voilà, aurait une efficacité sur les plus de 65 ans. Ok. Alors, est-ce qu'on a des données d'effets indésirables après la deuxième dose dans les pays plus avancés? Alors, j'ai regardé un petit peu entre-temps. Je pense que pour l'instant, ce sont des effets indésirables similaires
à ceux de la première dose. On avait déjà la liste des effets indésirables dans les études, notamment de Pfizer et de Moderna sont très très bien documentées et les effets indésirables à la fois locaux et généraux ont été évalués entre 20 et 30%. Et après la seconde dose, c'est plus élevé chez les moins de 55 ans que chez les plus de 55 ans. Les effets indésirables sont moindres, mais ils sont un type de syndrome pseudo-grippal. Et vous avez tous autour de vous des sujets vaccinés avec deuxième dose dans le personnel soignant, où on arrive à environ 1 sur 2, entre 1 sur 2 et 1 sur 3 qui ont fait les frissons, les arthralgies, les myalgies, les maux de tête et l'asthénie, et tout ça en moins de 24 heures. Tout ça. Donc, mais c'était déjà très bien documenté dans les études avec les 40 000 patients. Mais il y a aussi des gens qui ont eu plus d'effets indésirables lors de la première dose que lors de la deuxième dose. Donc, c'est très individu dépendant. Hein. Comme les manifestations allergiques, elles sont assez rares. Et je redis que si vous avez un doute par rapport à votre allergie, n'hésitez pas à contacter le docteur Sylvie Leroy qui est disponible pour voir si le type d'allergie dont souffre une personne nécessite que cette personne soit vaccinée dans le service de pneumologie ou si elle peut être vaccinée dans un centre de vaccination comme les nôtres. Voilà, j'ai mis les coordonnées de Sylvie Leroy dans le chat. Oui, voilà. on les a vus. Juste une dernière question peut-être. On peut prendre une des dernières questions. Je vous laisse choisir si vous avez le chat devant vous. Je voulais juste excuser Richard Chemla qui aurait pu d'ailleurs nous répondre sur la répartition des doses au niveau national qui tient compte ou pas de l'épidémiologie et qui aurait pu nous répondre sur sur le nombre de doses que Nice a reçues, mais qui n'a pas réussi à se connecter sur Teams par rapport à la qui est plutôt sur Zoom, donc qui viendra la prochaine fois. Donc, si vous voulez, on prend une dernière question et on passe à l'intervention de Dr Chirio sur le Covid long. Bon, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions, en tout cas. Donc, on peut commencer avec David, si le diaporama est prêt. Merci. Bonjour à tous. Si vous pouvez me confirmer qu'il y a bien un écran sur les diaporamas. C'est bon. Très bien. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir proposé de vous parler de ce sujet assez débutant au niveau des données médicales qu'on peut avoir dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis chef de clinique dans le service d'infectiologie à l'Archer. Et l'idée, c'est de vous parler un petit peu de ce qu'on peut trouver dans la littérature sur cette entité de Covid long qu'on va essayer de définir, et je dis bien essayer. Et notre petite expérience locale, qui est plus si petite que ça, sur l'évolution des patients qui ont été hospitalisés pour une pneumonie Covid, où on a maintenant une belle expérience, et celle qui est plus débutante sur les patients qu'on nous adresse depuis la médecine de ville à distance d'un Covid, on va dire minime, pris en charge tout du long en ambulatoire à la phase initiale. Donc on parle de Covid long, on a parlé, on parle encore de syndrome post-Covid, les anglo-saxons parlent de Covid long haulers. Bon, c'est en train d'être défini, je pense, par les différentes grandes instances. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au début de l'été 2020 apparaissent dans les médias populaires la notion de symptômes prolongés et de personnes qui ne récupèrent pas de la, on va dire, quinzaine de jours de symptômes viraux comme on pouvait s'y attendre. Et dès l'automne 2020, dans des grandes, voire très grandes revues de médecine, apparaissent des inquiétudes remises par certains médecins et des petites données issues de cohortes essentiellement chinoises et italiennes pour les premières, de quelques dizaines de patients qui, 3 à 6 mois après une infection Covid, gardaient certains symptômes qu'on va évoquer par la suite. Et rapidement, voire même avant, on trouve sur les réseaux sociaux et sur des grandes associations de patients qui existaient déjà
une sous-rubrique maintenant sur ce post-Covid, ce Covid long, avec des forums et des entraides entre patients, notamment au vu du désarroi du corps médical, et qui regroupe maintenant plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes, notamment via Facebook et autres réseaux sociaux. Donc, en France, pendant la première vague, les seules informations qu'on avait, et qui à ma connaissance de l'HAS sont pour l'instant toujours les seules sur ce post-Covid, sont celles de la prise en charge de la rééducation des patients après une hospitalisation. Et avec un parallèle qui est fait également pour les patients ambulatoires sur l'importance, et c'est pas du tout négligeable, de cette rééducation physique, mais pas réellement encore de belles définitions, prise en charge, exploration ou traitement, pour la bonne raison probablement que ce n'est pas encore bien clair, qui existent en France. Il y a des hôpitaux qui ont fait des programmes diffusés à l'échelle des médias sur la réhabilitation post-Covid dédiée aux patients ambulatoires. Je ne citerai pas d'hôpital spécifique, mais il y a certains hôpitaux de la PHP qui ont beaucoup parlé dans les médias pour ça et dont on peut s'inspirer de la prise en charge. Et c'est maintenant relayé dans les associations de patients également de pouvoir avoir accès à des spécialistes qui se disent avoir acquis une expertise sur le Covid long. Donc c'est plus intéressant au niveau de la Grande-Bretagne où ils ont édité des recommandations qui, pour la petite histoire, sont intitulées NICE, mais qui n'a bien sûr rien à voir avec la ville de Nice, malheureusement, et qui font état de deux choses qu'il est difficile de bien comprendre comme étant différentes si on le lit trop vite, entre la continuité des symptômes initiaux d'un Covid, qui persisterait plus longtemps que ce qu'on aimerait bien, donc 4 à 12 semaines, une fourchette assez large de symptômes persistants après les symptômes viraux initiaux qui restent les mêmes, versus des symptômes nouveaux ou réapparus au-delà de 3 mois après une amélioration potentielle des signes viraux initiaux. Donc sinon, ce sont des patients dont les symptômes chauds viraux se sont éteints et qui finalement, au bout d'un certain temps, se rendent compte qu'ils sont encore peut-être un peu asthéniques ou qui finissent par avoir une dyspnée d'effort qu'ils n'avaient pas lors de la première semaine de symptômes viraux. Donc en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ils ont des études qui mettent en place qui font pâlir ce qu'on peut essayer de faire à l'échelle locale, voire nationale en France, où ils envisagent des inclusions de plusieurs dizaines de milliers de patients sur 1 à 2 ans, puisque ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on estime que 10% des personnes ayant fait le Covid vont garder des symptômes au-delà de 3 mois. Ils vont rentrer dans cette potentielle définition débutante du Covid long, et donc à l'échelle de plusieurs dizaines, voire la centaine de millions de patients à travers le monde, ça représente quand même une donnée de santé publique qui va devenir assez préoccupante. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Les études sont assez similaires dans les pourcentages qu'elles donnent si on accepte d'avoir une fourchette. On va avoir 40-60% d'asthénie et de dyspnée d'effort persistantes pendant plusieurs semaines, des douleurs en termes de myalgie, douleurs thoraciques ou céphalées, pas toujours associées les unes aux autres, chez un peu moins des patients, mais souvent parfois la moitié. La toux qui, elle, s'amende parfois plus lentement, mais disparaît quand même chez plus de patients, on est plutôt de l'ordre de 20%, et 40% des patients qui vont avoir une persistance, voire surtout une rémanence de leur agueusie et de leur anosmie, qui peut fluctuer au sein des jours et qui peut être assez invalidante au quotidien, notamment pour la reprise du poids éventuellement perdu. Et de manière plus préoccupante, on a des phénomènes neurologiques, on va dire, d'insomnie, de flou visuel et surtout de troubles de l'attention et de la concentration qui tranchent beaucoup avec leur état antérieur et qui vont préoccuper plus de 50% des patients, je dis bien parmi les 10% de Covid long, hein, bien sûr, pas parmi toutes les personnes qui ont du Covid. Donc, si on regarde un peu plus près de belles études, on a surtout très récemment une étude dans le Lancet qui était faite par l'équipe d'un hôpital de la région de Wuhan en Chine, où ils ont regardé leurs patients hospitalisés, donc uniquement des pneumonies hospitalisées mais non graves, seulement 4% de patients en réa, et ils ont plus de 1500 patients, parmi les 2500 qu'ils ont eu, d'âge relativement jeune, une très faible prédominance d'hommes, donc un sexe ratio plutôt bien établi, et on a à 6 mois, plus de la moitié des patients qui ont encore une asthénie selon différentes échelles, dont le performance status, un quart des patients qui souffrent d'insomnie et un autre quart qui souffrent de dépression, et pas nécessairement associés, mais quand même assez régulièrement, et un quart de patients également avec une dyspnée d'effort. Et ils ont regardé la corrélation avec des scores sur lesquels je m'étends pas vu la durée de la présentation, sur la proportion entre la gravité initiale, la gravité du scanner et les symptômes persistants, et presque heureusement, on voit quand même une gradation assez proportionnelle. Pour la petite histoire, les sérologies à 6 mois décroissent de moitié de positivité, mais sans forcément que ça ait un grand intérêt. Mais elles restent positives pour autant pour la moitié des patients. Donc quand même 60% d'asthéniques à 6 mois sur la population chinoise.
et sur un autre article qui regroupait 5 études sur des patients dits de Covid long, environ 600 patients avec une moyenne d'évaluation à 3 mois, on avait une fourchette en moyenne de 60% également d'asthénie, 50% de dyspnée, un peu plus d'un tiers de syndrome post-traumatique et de troubles anxieux, et la moitié avec des troubles de l'attention. Donc c'est quand même des choses qui sont assez bien facilement retrouvables, mais très disparates d'un patient à l'autre. Donc qu'est-ce qui est formulé comme hypothèse pour l'expliquer? Tout et son contraire. Il y a quand même, et c'est très préoccupant de l'oublier, la recherche d'une atteinte d'organes qu'il faut savoir faire, évoquer et rechercher. Une atteinte thrombotique type embolie pulmonaire, assez facile à éliminer. De la fibrose pulmonaire, qu'elle soit à distance ou assez proche de la pneumonie elle-même. Une myocardite ou une péricardite, donc ça se recherche facilement à l'interrogatoire, à l'examen et par des examens paracliniques. Plus difficilement, il y a des choses qui sont évoquées comme une neuropathie à petite fibre, qu'on met difficilement en évidence à l'interrogatoire, à l'examen et même à l'EMG. Ça peut être de l'anapathe qui le met en évidence, mais ça peut être pris en défaut. Et après, on rentre dans toutes les notions de pathologies déjà existantes qui sont des syndromes justement, la fibromyalgie, la fatigue chronique, l'encéphalomyélite myalgique, toutes ces choses-là qu'on peut difficilement affirmer et qu'on a très envie d'évoquer quand on voit ces patients à la consultation sur certains de leurs symptômes, mais ce qui n'est pas forcément les aider, et ne pas négliger également la part du stress post-traumatique. Et en termes de physiopathologie, est évoquée également la rémanence virale et une certaine dysimmunité post-infectieuse, pas nécessairement spécifique du Covid, en tant que symptômes post-viraux, et qu'on peut également difficilement mettre en évidence. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'en fait, c'était déjà décrit de manière très claire après les épidémies de MERS et de SARS, sur la littérature chinoise notamment, où on a des patients qui sont restés asthéniques, voire dyspnéiques, 2 à 4 ans après leurs infections à coronavirus. Mais on en parlait à l'époque de dizaines de milliers de patients, donc ça a probablement moins défrayé la littérature. Ce qui est plus intéressant de se dire, plutôt d'essayer, tant qu'on n'a pas la réponse, c'est de se dire qu'il faut prendre en compte l'esprit et le corps, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et pour quels patients? Donc, 2 choses. Nous, on a évalué la quasi-totalité de nos patients à la première vague en post-Covid, avec des évaluations qu'on a fait en hôpital du jour, conjointement avec la réanimation qu'ils l'ont fait pour les patients qui sont passés entre leurs mains et qui continuent à le faire jusqu'à 1 an après. Nous, on a dû limiter un petit peu nos évaluations de par le nombre de patients que ça pouvait représenter hors réanimation. Donc, j'ai quelques données que je peux vous présenter très rapidement sur les 70 premiers patients que ça représente, parmi plus maintenant de 300 patients qu'on a vus comme ça. Et après, il faut avoir le temps d'analyser les données. Donc, on a fait une consultation médicale, bien évidemment, des EFR, des scanners, des tests de marche, un bilan biologique très simple avec des données vraiment basiques et une évaluation psychologique, par contre, exhaustive pour tous ces patients avec des questionnaires dirigés dont on va parler. Donc, c'était essentiellement des patients d'une 60aine d'années ou plus avec une grosse part de surpoids et d'obésité, des hypertendus diabétiques, comme on le sait. 25% d'entre eux, parmi ceux dont je vais vous parler moi, sont passés en soins intensifs. Ça ne représente pas l'ensemble de la cohorte, avec une majorité d'oxygénothérapie simple sans ventilation mécanique. Donc, brièvement, en bleu, vous avez les données initiales de leur Covid, en orange, les données à 6 semaines d'évaluation et en gris à 3 mois. Donc, on a à peu près un tiers des patients qui restent asthéniques avec des douleurs diffuses à distance de leur Covid, moins de 20% de patients qui ont une toux, un peu plus d'un tiers qui gardent une dyspnée à 3 mois, et une bonne amélioration concernant la gueusie et l'anosmie, mais quand même près de 10% de patients qui ont encore une plainte à 3 mois. Donc on retrouve un petit peu des données de la littérature, mais des choses qui sont assez faciles à distinguer sur des interrogatoires systématiques. Et si on regarde leur scanner, sur une présentation différente en termes de histogramme, vous avez les données de baseline à gauche, au milieu à 6 semaines et à droite à 3 mois, avec une répartition selon le degré d'atteinte à l'instant T, hein, bien évidemment, sur une photographie figée des scanners en termes de pourcentage, comme nous le rendent les radiologues. Et on voit qu'à 6 semaines, on a une amélioration, certes, de la plupart des scanners, mais on a quand même un peu plus de 15 patients qui ont des atteintes de plus de 10% persistantes, donc qui corrèlent avec des atteintes plus graves initialement, bien évidemment. Mais surtout, à 3 mois, on a encore près d'un tiers des patients qui ont des scanners encore anormaux, certes en amélioration, mais pas encore complètement nettoyés, comme on aime bien l'évaluer dans le cadre des pneumonies classiquement. Je vous parlerai de la corrélation clinique par la suite. Quelques images très brèves. On a des patients chez qui les images se sont aggravées entre baseline et 6 semaines, mais ça c'est lié au côté figé d'un premier scanner qui a pu s'aggraver dans les semaines suivantes. Et finalement, la clinique prévaut, et ce patient-là allait bien, avait des EFR normales, était
peu gêné au niveau respiratoire. Et à 3 mois, il allait très bien, n'avait plus aucune plainte et on voyait à peine une petite trace en verre dépoli sans aucune distorsion architecturale sur son scanner, puisque c'est surtout ça qui va nous intéresser plus que la lenteur d'élimination du verre dépoli si l'architecture est respectée. Et donc justement, pour parler de fibrose éventuelle, une patiente ici illustrée qui à 6 semaines avait des images très distendues au niveau de son architecture. On a évoqué chez cette patiente bien avant les 6 semaines qu'elle avait une pneumonie organisée sur son Covid. Elle était traitée en tant que telle, à tort ou à raison. Et 6 mois après, elle n'a pas réellement d'anomalie franchement persistante, en tout cas rien à voir en termes de degré d'étendue. Et surtout, encore une fois, techniquement, elle va très bien. Elle n'a plus de dyspnée, plus d'asthénie, bien sûr plus d'oxygène, plus de cortisone, et elle est retournée à son état antérieur. Donc il faut savoir se laisser le temps de réévaluer les patients et pas nécessairement être alarmiste. Donc, par rapport aux autres évaluations qu'on a fait, plus de 200 consultations de psychologie ont été faites avec des questionnaires complexes évaluant le stress post-traumatique, la qualité de vie, l'anxiété, la dépression et un minimum de fonction cognitive via le MoCA. Et elles ont pu nous rendre quelques premiers résultats. Et on a un quart de troubles anxieux, un tiers de troubles dépressifs et la moitié avec des troubles de l'attention et de la concentration, avec le gros biais que s'il y a de l'anxiété et de la dépression, il y a des troubles de concentration et qu'on a quand même une population souvent âgée, comorbide et peut-être avec un petit niveau socio-cognitif quand même, mais ça reste une plainte qui peut être au premier abord à la consultation. Les EFR, je ne vais malheureusement pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas encore pu analyser les données, mais il y a beaucoup d'altérations de la diffusion, beaucoup plus que des troubles de la ventilation qui, eux, s'améliorent assez bien avec l'évolution. Et 13 patients ont été orientés en pneumologie, au CHU ou en ville pour des expertises plus poussées sur les EFR et éventuellement des traitements. Mais rien que le temps qu'ils aient cette consultation-là, ils allaient mieux par rapport aux EFR du CHU. Donc encore une fois, l'évaluation ne doit pas être trop précoce et c'est pour ça que 3 mois me paraît un bon délai pour réévaluer ces personnes. Pour la petite histoire, 100% de sérologie positive dans notre cohorte, dont on ne fait pas grand-chose. Chez les patients ambulatoires, là j'ai une expertise qui est bien plus modeste, mais qui ne fait que s'accroître, avec 16 patients dont je peux vous donner quelques petites données, mais actuellement plutôt une trentaine qui ont pu être vues, en tout cas par moi-même, où là on a plus de femmes que d'hommes. Les gens sont plus jeunes, bien évidemment, vu que c'est des Covid ambulatoires, pas tous documentés, et ça crée une grande errance médicale, mais parfois pose la vraie question de est-ce qu'on est sur du post-Covid ou sur une autre entité qu'on arrive mal à définir, type fibromyalgie ou autre entité post-infectieuse virale non Covid, avec quand même près de la moitié des patients qui ont vraiment des symptômes dissociés par rapport à leurs symptômes viraux initiaux et vraiment une plainte secondairement apparue et différente. Ça persiste en moyenne jusqu'à 7 mois après pour ceux qu'on vient de revoir et peut-être plus pour ceux qu'on n'a pas encore revus, donc c'est quand même bien plus long que pour le Covid hospitalier, je trouve. Et l'asthénie reste au premier plan, avec les troubles de l'attention au deuxième plan, de par la plainte que le patient peut rapporter, et c'est assez facilement discernable. Donc ce qu'on peut recommander de l'expérience qu'on a, c'est qu'est-ce qui est la plainte principale et quelle est l'amélioration qu'on peut proposer aux patients. Et ce qui est capital pour moi, c'est la kinésithérapie, vraiment au premier plan, et notamment en post-hospitalier immédiat avant la réévaluation. Et si elle a mal ou pas été faite, la refaire après, en particulier s'il y a du syndrome d'hyperventilation pour lequel il y a des questionnaires très simples à proposer ou une désadaptation à l'effort qui, pareil, peut s'évaluer rapidement en consultation avec quelques squats ou quelques levées assis avec un petit saturomètre et on voit de suite s'ils deviennent tachycardes, voire polycliniques, voire hypoxiques. Ne pas négliger la part psychologique qu'il faut savoir combiner au somatique et ne surtout pas cantonner les patients à vous êtes fibromyalgique, vous n'avez rien, c'est dans la tête. Mais par contre, savoir leur dire que si leur plainte n'est que somatique, creusons un peu pour évaluer l'anxiété résiduelle de la Covid, qui est des fois catastrophique, notamment pour des patients de la première vague qui sont restés chez eux sans accès médicaux et sans diagnostic. Ils sont beaucoup restés ancrés à cette période-là et se disent encore Covid et encore malade alors qu'on est 9 mois après. Ils ont encore des symptômes, il faut savoir leur dire que le Covid en lui-même est guéri, qui sont plus contagieux, etc. Des choses qu'ils n'ont pas forcément déjà entendues. Et attention à la dénutrition et aux différentes carences vitaminiques qu'il faut explorer, qu'il faut prendre en charge, en particulier si on veut reprendre un effort pour des gens jeunes. S'ils sont fondus en muscles, ils ne pourront pas reprendre leur activité sportive d'avant. L'évaluation cardio-pulmonaire, elle est capitale pour ne pas passer à côté d'une atteinte d'organes. Donc savoir scanner, voire angioscanner quand c'est justifié par la clinique ou un dosage des débitmères, orienter en consulte de cardiologie pour des douleurs thoraciques éventuellement. Et attention à la myopéricardite et aux séquelles qu'elle peut apporter, mais la trouver en phase aiguë, active, en post-Covid à plus de 3 mois, je ne pense pas que ce soit pertinent, mais par contre, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de ces diagnostics-là lors de la phase aiguë.
D'un point de vue thérapeutique, eh ben, c'est là où on n'a actuellement rien de validé. Le symptomatique, bien sûr, notamment pour les douleurs neuropathiques, pourquoi pas. Pour la neuropathie à petite fibre, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. Et eh ben, chaque prescripteur, il a un petit peu de sa propre expertise, de la colchicine, de la corticothérapie, voire des anti-inflammatoires. Certains patients sont soulagés, des fois de manière assez spectaculaire, d'autres pas du tout. Les antidépresseurs, notamment pour les douleurs neuropathiques, voire la fibromyalgie, pourquoi pas, mais ça, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je ferais, j'en ai pas l'expertise. Et il y a les essais prospectifs qui se mettent en place avec des molécules sur lesquelles je m'étends pas, parfois en injectables, qui sont essentiellement des anticorps, voire des immunoglobulines, ou des molécules qui avaient vocation à être utilisées comme molécules antivirales et qui retrouvent un essor, à tort ou à raison, dans la recherche. Donc, que faire de manière uniforme? Le Lancet a proposé deux catégories de réévaluation, je vous en illustre une là, qui montre bien le fait qu'il faut se laisser le temps, pas revoir les gens toutes les semaines, en restant proactif avec de la kiné, avec des groupes de parole, avec des petits moyens, mais des moyens quand même, et quand même garder les patients dans une boucle de suivi, mais parfois en disant on vous revoit dans 3 mois et on se laisse le temps que ça puisse s'améliorer. Et il y a des patients qui, à 6-9 mois, ont fini par s'améliorer, ou des patients post-hospitaliers qui ont mis bien 1 à 2 mois à guérir, mais après une pneumonie, c'est pas non plus à revenir à leur état antérieur, et c'est ça la clé de la guérison, parce que la pneumonie est bien guérie, hein, il faut savoir leur dire aussi. Mais donc se laisser le temps, mais sans les laisser sans diagnostic et sans prise en charge. Voilà. Je vous laisse pour les questions. Et vraiment, en fait, faisons travailler les kinés. Je pense qu'ils ont un rôle clé à jouer là-dessus. Je vous remercie. Merci David. David. Je n'ai pas vu de questions dans le chat concernant le Covid long. Qui sont quand même une affaire de spécialistes. Et sur votre cohorte, ça correspond, tu l'as peut-être dit au début, à quel pourcentage, si on dit toute la cohorte de patients que vous avez suivis au SPI et en BU, ça correspond à quel pourcentage? Alors, pour l'ambu, je ne peux pas dire parce qu'on ne les a pas vus, les patients en ambulatoire, donc j'ai du mal à imaginer combien sont représentés dedans en étant symptomatiques. Pour l'hospice, hors réa, je n'ai pas les données des patients de réa de manière exhaustive, mais je pense aussi, pour conclure à ceux qui sont encore symptomatiques et plaintifs, oui, on est de l'ordre de 10%. Tout à fait. J'ai en tête à peu près 10 patients sur 70 qui étaient encore dans la plainte à la consultation. Par contre, on est largement en dessous et presque à 0 en termes de réelles anomalies d'organes mises en évidence, notamment aux EFR. Donc, on nous demande s'il y a une consultation spécialisée pour les Covid longs. Je supposais que essentiellement, on pouvait s'adresser à toi, David. Tout à fait, oui. L'idéal étant une première prise de contact, même au téléphone ou par mail, avec le médecin initial ou le patient, pour essayer de caractériser la plainte, vérifier qu'on ne soit pas trop précoce et qu'il n'y a pas de choses assez faciles à mettre en place, notamment sur la kiné, et des bilans peut-être à faire en amont avant de venir. Mais oui, on est bien sûr disponible. Après, voilà, ce sont des consultations qui relèvent de la spécialité de tout venant, hein. On en a une petite expertise, mais ces patients ne sont plus infectés et relèvent une rééducation, d'un accompagnement et d'un bilan cardio-pulmonaire. Donc, je pense que toute personne qui se motive peut aussi les faire. Ok. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on a une vision un petit peu plus claire de ce nouveau syndrome. Est-ce qu'on peut reparler un tout petit peu avec professeur Marty, Sylvia Benzaken, docteur Foss, de la répartition des doses qui pose plusieurs questions. La répartition des doses entre les villes, en particulier, Cannes, Mandelieu se plaignent de recevoir moins de doses qu'ailleurs. Sylvia, tu n'as pas de micro. Thierry dira, Rémi Collomb dira, ce sont l'ARS et le préfet qui sont à la manœuvre. Donc le CHU, comme l'a dit Pierre Marty, reçoit beaucoup de doses, beaucoup de flacons, mais a un rôle d'établissement pivot qui ne distribue qu'en fonction des listes données par le préfet et l'ARS.
Et les algorithmes nationaux non plus, on les a pas vraiment, puisque vous avez vu qu'il y avait des disparités ou des iniquités régionales. Mais, et sur le plan local, on n'a pas. Voilà, c'est préfet et ARS qui sont à la manœuvre. Donc, je ne sais pas qui a posé la question. Ce n'est pas le fait d'être à Cannes ou à Mandelieu. Et voilà, vous avez vu que le CHU, sur les doses qu'il recevait, en avait que 9%. Donc, c'est difficile d'élargir et d'élargir aux patients vulnérables qui sont vraiment la cible à vacciner très rapidement. Oui, et pour nous, le souci, c'est effectivement de certaines populations vulnérables qui ont pu ne pas être vaccinées et dans une autre partie de la région qui serait vaccinée, comment on peut faire remonter à l'ARS cette disparité pour qu'ils corrigent voilà, ces problèmes de répartition. Voilà. Il y a une question sur les enfants. Pour l'instant, les enfants ne sont pas dans la cible vaccinale. Hein. Aucune étude n'a intégré les enfants dans les études. Voilà. Moins de 16 ans, d'une part, et d'autre part, la disponibilité et les objectifs de la vaccination étant la prévention de la sévérité de la maladie Covid, c'est le premier objectif. C'est pour ça que les populations à risque de maladies sévères ont été prioritaires, comme l'a dit Thierry. Donc les enfants ne sont pas du tout à ce jour ciblés par cette campagne vaccinale. La question sur peut-être c'est pour les EHPAD où on n'a pas de géronto avec nous. Vous avez une réponse de notre pharmacien, hein, qui lui, vous avez vu tout ce qu'il doit passer, mais où vous a répondu pas de perte de dose en s'éloignant de Nice. Hein. Ça ne disparaît pas en fumée ou ça n'est pas attribué selon des critères. Non, les critères sont particulièrement rigoureux et dont la pharmacie pivot n'est absolument pas dirigiste ou ça c'est fait de l'extérieur. Donc pour les EHPAD, voilà. Et notre collègue du CD06 confirme, docteur Isabelle Aubanel confirme bien que les doses ne sont attribuées vraiment que de façon réglementée par ARS et préfet 06. On ne fait pas du tout ce qu'on veut et effectivement, on a Rémi aussi au téléphone et c'est très très compliqué parce que voilà, on a des dotations extrêmement restreintes, dont des dotations là pour les 3 semaines à venir, essentiellement pour les deuxièmes vaccinations. Donc voilà, on a une réponse au département, on a un numéro vert aussi pour pouvoir prendre des rendez-vous et on est très contraint par ces toutes petites dotations. Hein. Voilà, en espérant que en plus de la difficulté d'acheminement, hein, parce que les doses, Rémi le dira, mais on a pu les récupérer en fin de matinée aujourd'hui sur des livraisons pour cette semaine en cours. Donc, c'est effectivement très compliqué. Merci. Je vois qu'il n'y a plus trop d'autres questions. Moi, Pierre Marty nous a déjà quittés. Là, je vois qu'il y a juste une dernière question, peut-être pour David. Complications type accident. Deux questions pour David. On part sur les céphalées. Ok, et moi je vais devoir vous quitter et parce que notre centre de vaccination est ouvert jusqu'à 20h30 aujourd'hui pour cumuler tout ce qu'on n'a pas fait depuis ces 3 derniers jours. Donc je vais un peu soulager Pierre Marty et l'interne que j'ai laissé pendant qu'on était là. Donc je vous laisse conclure et à tous merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci d'avoir préparé le diaporama de Pierre. Et donc, les 2 questions pour David, c'était les céphalées. Est-ce qu'il y a une imagerie particulière pour rechercher une atteinte vasculaire? Et également, est-ce qu'il y a des complications de type AIT, AVC post-Covid? Et ce sera, je pense, la dernière question.
Merci. J'ai pas vu passer de choses pour explorer de manière dynamique les céphalées au niveau vasculaire, mais je n'ai pas la prétention d'avoir pu lire tout lire toute la littérature dessus. Non, on ne l'a pas fait en tout cas. J'ai quelques patients qui ont eu des IRM, mais plus dans le cadre des troubles d'attention et de concentration, qui sont eux-mêmes normaux, en tout cas normaux pour leur âge. Et par rapport aux complications type AIT, AVC post-Covid, j'en ai vu un, mais je pense que c'était un épiphénomène indépendant du Covid. Et comment différencier une éventuelle réinfection peu symptomatique après plusieurs mois d'une première infection? Ben, c'est compliqué, hein. Déjà, il faut toujours vérifier l'authenticité de la première infection quand même. Est-ce qu'il y avait une vraie PCR? Est-ce qu'elle était positive? Et combien de temps on est après? Puisque la PCR peut quand même rester positive plusieurs mois. Et attention aux différentiels viraux. Par contre, actuellement, oui, pourquoi pas évoquer la recherche de variants avec le séquençage que certains labos peuvent nous faire. Mais des données paracliniques autres, par contre, on ne pourrait pas trop nous renseigner, je pense. Très bien, merci beaucoup de tes réponses. Merci à tous d'avoir participé à ce rendez-vous et merci pour vos questions. On va s'arrêter là pour ce soir et puis on vous donne rendez-vous pour la prochaine le 11 mars sur un thème qu'on vous précisera ultérieurement. Pour les questions qui restent à répondre, vous pouvez éventuellement les adresser directement, soit me les adresser, soit les adresser directement aux intervenants. Je pense que ils se feront un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, très bonne soirée à tous et à bientôt. À bientôt. Bonsoir. Au revoir.